Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien ce matin. Mon nom, c'est Karina Serré. Je suis la directrice principale au Conseil québécois du commerce de détail. Je vous souhaite la bienvenue à cette formation de KPMG qui portera sur la protection des renseignements personnels, changements et obligations découlant de l'adoption du projet de loi 64, sujet très intéressant. Durant ce webinaire sera présenté par M. Jean-François Derico, Derek Derouin et Mme Catherine Nadeau. Tout au long de la présentation, on vous invite évidemment à poser vos questions à travers le Q&A, donc questions et réponses ci-dessous. En bas de votre écran, les conférenciers répondront soit à la fin de la conférence ou pendant, là, tout dépendamment. Et si vous avez aussi le goût de chatter, vous pouvez le faire, mais questions-réponses vraiment dans le Q&A. Le webinaire est également enregistré, donc n'ayez crainte. Si vous quittez un peu plus tôt, vous le recevrez évidemment à la fin. D'autre part, le webinaire est d'une durée de 60 minutes environ. Et par la suite, vous serez libérés. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée au nom du CQCD et bien évidemment de KPMG. Bon webinaire à tous. J'ai le monsieur Derek, madame Catherine et Jean-François. C'est à vous. Bonne journée. Merci, Karina, pour l'introduction. Alors, bonjour à tous, Jean-François Derico. Je suis le leader de la pratique en protection des renseignements personnels au sein de KPMG au Québec. Alors, ça me fait plaisir d'être ici. On a un programme chargé parce que les exigences et les requis d'affaires qui découlent de cette loi-là sont assez lourds. Alors, je passe la parole à Catherine et Derek pour les présentations initiales. Donc, je vais y aller. Bonjour à tous. Mon nom est Catherine Nadeau. Je suis directrice principale chez KPMG dans les services conseils en management. Ma spécialité, c'est tout ce qui touche à la donnée, donc gouvernance, gestion des données. Ça fait 15 ans que je travaille dans ce beau domaine-là. Et évidemment, là, le projet de loi 64 amène tout son lot de défis, mais aussi de belles opportunités. Puis c'est ce dont on va vous entretenir aujourd'hui. Donc, Derek, à ton tour. Merci beaucoup. Bon matin tout le monde. Très content d'être là avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Derek Derouin. Je suis le leader du pratique d'expérience client chez KPMG au Québec. Évidemment, beaucoup de passé dans l'expérience client et de savoir comment livrer des bonnes expériences. Puis lorsqu'on parle du consentement et la loi 64, il y a évidemment beaucoup d'enjeux pour différentes organisations, surtout dans le monde du commerce à détail. Puis hâte de parler avec vous de quelques pistes de réflexion, choses à prendre en considération aujourd'hui. Alors, merci. C'est pas un hasard si on est réunis tous les trois, là. C'est-à-dire que les exigences, puisque ça commande au sein des organisations de réviser les processus, les pratiques d'affaires, puis les technologies utilisées pour la collecte et le traitement de renseignements personnels, ça commande plusieurs expertises, plusieurs fonctions d'affaires également. Alors, Catherine, Derek et moi travaillons fréquemment est un euphémisme, c'est trop faible là, pour refléter la réalité. C'est-à-dire que c'est important de s'attarder puis de s'attaquer à la révision des pratiques d'affaires en mode multidisciplinaire. Là. Alors, au sein de votre organisation, s'il y a un message à retenir, là, c'est que la protection des renseignements personnels, donc les nouvelles exigences en cette matière-là, ce n'est pas l'affaire seulement des technologies de l'information, ce n'est pas l'affaire seulement de la conformité ou du légal, et ce n'est pas non plus l'affaire seule de l'équipe marketing, loin de là. Ça prend nécessairement pour couvrir tous les angles là, une approche multidisciplinaire. Alors, je vais me charger de faire une introduction la plus efficace possible à pourquoi on porte tant d'attention à ces nouvelles exigences-là.
Premier élément à retenir, là, c'est que la protection des renseignements personnels, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Au Québec, ça existe dans le secteur privé par l'entremise d'une loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé depuis 1993. Toutefois, bien que les principes fondateurs n'aient pas vraiment changé de façon significative, la façon dont on décline désormais ces obligations-là, mais surtout la façon dont on vient accorder un pouvoir d'enquête, d'intervention et de sanction à la Commission d'accès à l'information, ça, c'est radicalement nouveau et un changement important dans l'encadrement applicable. Alors, ce qu'on appelle là, la loi 25, puis peut-être démystifier ça pendant quelques secondes. Là. Alors, vous allez entendre dans l'espace public projet de loi 64, loi 64, loi 25. Là, on parle tous de la même chose. C'est une loi qui est adoptée à la suite du projet de loi 64 et qui essentiellement énonce des modifications aux lois relatives à la protection des renseignements personnels. Il y en a une pour le secteur privé, une pour le secteur public, puis il y a même désormais les partis politiques. On met ça de côté. L'important, c'est retenir que les modifications qui ont été adoptées, elles entrent en vigueur selon une séquence de 3 ans qui débute en septembre 2022, soit dans 3 mois et quelques jours. Là, je pense de mémoire que c'est le 23 septembre 2022 que les premières obligations entrent en vigueur. À ce moment-là, ce qui est à retenir, là, ce qui est à faire, ça c'est important, entre aujourd'hui et septembre 2022, dans quelques mois, c'est de s'assurer qu'au sein de vos organisations, vous désignez un responsable de la protection des renseignements personnels, que vous attribuez la responsabilité, pour les obligations qui en découlent à une personne au sein de l'organisation. À défaut de le faire, là, la responsabilité, elle incombe automatiquement au plus haut dirigeant de l'organisation. Fait que le PDG, le CEO, le directeur général, dépendamment de votre structure organisationnelle, serait par l'effet de la loi le responsable. Pourquoi c'est important d'attribuer la responsabilité? C'est parce que comme n'importe quoi, étant donné que vous menez des entreprises qui sont avec des ressources qui sont parfois limitées, ou en général en période de pénurie de main-d'œuvre presque systématiquement, à défaut d'attribuer cette responsabilité-là, là, c'est dans la catégorie que c'est pas business first, puis c'est susceptible de ne pas se faire. Deuxièmement, il y a une obligation d'avoir un répondant pour la protection des renseignements personnels au sein de l'organisation. Cette personne-là, pas son nom, mais son titre et sa fonction et ses coordonnées doivent faire l'objet d'une publication sur le site Internet de l'organisation au plus tard le 23 septembre 2022, afin que quelqu'un qui veuille exercer un droit, puis on arrive à de quoi on parle quand on parle d'exercice de droit, puisse s'adresser à la personne en question. Alors, ce que ça implique, c'est d'aller modifier ce qu'on appelle communément la politique de confidentialité, avis de protection des renseignements personnels, avis sur la vie privée, qui est normalement accessible par l'entremise d'une des pages ou des ressources de votre site Internet. Autre élément à retenir pour cette année, la mise en place d'un processus d'incident de confidentialité. Alors, l'obligation en tant que telle, c'est d'être capable de notifier, c'est-à-dire, on va commencer par le début, être capable de détecter ce qui s'appelle désormais un incident de confidentialité qui implique essentiellement qu'on a utilisé un renseignement personnel à une fin pour laquelle on n'avait pas de consentement ou pas d'autorisation de fondement légal. Il y a eu une fuite, que ce soit par inadvertance, négligence ou en raison d'une cyberattaque, où on a perdu un ordinateur portable ou un disque dur externe, où Jean-François, en voulant écrire à Catherine Nadeau et joindre un fichier qui comporte des renseignements personnels, a écrit à Catherine de Roy. Catherine de Roy. Catherine Nadon. Voilà, merci. Nadon, ça aurait été bon, ça, si j'avais eu plus de... Karine Nadon. Alors, tout ça pour dire que ce que je viens de décrire là, ce sera considéré comme des incidents de confidentialité et l'organisation va devoir être capable de démontrer qu'elle les détecte, mais deux, une fois qu'ils sont détectés, qu'elle effectue une analyse de risque pour valider s'il y a une possibilité que ça génère un préjudice sérieux. Puis là, on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais préjudice sérieux, essentiellement,
Si on va aller directement à quelque chose qui est évident, ce serait que ce soit exploité pour un vol d'identité. Mais la vie privée peut entraîner des préjudices sérieux qui vont bien au-delà du vol d'identité. Puis le simple fait pour quelqu'un, dans certaines circonstances, que la confidentialité d'une information soit révélée peut entraîner un tel préjudice. Fait qu'il y a des directives, des indications là, dans la loi à cet égard-là. Alors ça, c'est excusez-moi, ça c'est ce qui est important à retenir pour septembre 2023. Maintenant, les éléments les plus importants, puis particulièrement dans un contexte de commerce de détail puis j'ajouterais à ça le programme de loyauté au sens large, c'est les obligations relatives au consentement puis à la gestion du consentement qui vont entrer en vigueur en septembre 2023. Alors là, il y a une série d'obligations, puis on y arrive dans un instant, en plus de nécessité pour l'organisation de déployer ce qu'on appelle des mécanismes d'obtention de consentement par défaut, puis de façon express. Alors, je récapitule. Alors, septembre 2022, c'est les éléments dont on vient de discuter. Septembre 2023, le consentement, mais aussi la capacité de l'organisation de traiter des demandes qui vont émaner des personnes concernées. Les personnes concernées, c'est un terme un peu générique, là, technocrate, là, mais c'est Catherine, Derek, Jean-François, vos clients, mais vos employés puis les candidats également à l'emploi. Vu qu'on peut répondre aux questions en rafale, là, puis je l'ai vu passer, là, il n'y a pas de dispense d'application de la loi en fonction de la taille de l'organisation. Alors, la loi ne fait aucune différence en fonction du nombre d'employés, du chiffre d'affaires, du nombre d'établissements. Elle s'applique de façon intégrale à toutes les organisations. Évidemment, il y a des enjeux de proportionnalité sur les mécanismes à déployer, mais il n'y a pas de dispense. Quelques points, là, puis je vais ralentir le débit un peu, là, je me rends compte que je parle vite, mais en plus du consentement, l'organisation va devoir déployer ce qu'on appelle des analyses d'impact sur les projets TI. Alors, quand vous allez considérer le fait de recourir à un nouveau CRM, à une nouvelle solution technologique d'analyse de données, il va falloir que vous implantiez un processus d'évaluation de facteurs relatifs à la vie privée. Il faut également être capable de déployer dans les environnements technologiques des fonctionnalités de confidentialité par défaut. Puis ça, c'est un changement important. On espère que la Commission d'accès à l'information va émettre une directive ou qu'un règlement sera adopté pour venir préciser l'étendue de l'obligation. Mais à ce jour, on considère généralement que les témoins de connexion qui sont autres que des témoins de connexion purement fonctionnels, donc qu'est-ce qui est utilisé pour faire du marketing behavioral puis du marketing ciblé, vont être assujettis aux obligations. Et ce que ça signifie, c'est que tout comme l'Europe, je dis l'Europe, mais les acteurs européens l'ont fait, il va falloir déployer au Québec ce que j'appelle des bannières de sollicitation de consentement à l'utilisation des jetons témoins non fonctionnels. Puis là, je dis jetons témoins, puis je sais que c'est réducteur parce que la technologie ne se résume plus ou ne se réduit plus à des jetons témoins. Mais ça va devoir être également traité. Finalement, prise de décision automatisée aussi, si vous avez des intelligences artificielles qui sont utilisées puis même des processus purement automatisés sans nécessairement que ce soit de l'intelligence artificielle, il va également y avoir une obligation de diffuser de l'information à cet égard. Bon. Pour ce qui est du consentement, puis là, on va avoir un échange là, avec mes collègues, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'approche ou la méthode qui est assez commune d'utiliser la politique de renseignement personnel ou l'avis relatif à la vie privée sur un site web ou une référence à celle-ci rencontrera plus le seuil de l'exigence légale. Il va falloir que dans le parcours client, on introduise un libellé qui vienne décrire les raisons pour lesquelles on recueille des renseignements personnels. Puis, il y a des exigences qui sont libellées assez clairement, qui font en sorte que les finalités, donc les utilisations, fait que traiter une commande, traiter une demande de remboursement,
soit libellé là, en texte intelligible pour que quelqu'un puisse comprendre ça et qu'on vienne référer également à ce qu'on fait au-delà de ces utilisations qu'on peut qualifier de primaires, soit liées intrinsèquement à la raison pour laquelle la personne communique ses renseignements. Alors, je ne sais pas si vous êtes attardé à ça, là, mais je comprends qu'il y a 12 personnes qui lisent ça, là, mais il y en a parmi vous qui les ont écrites, là, ces politiques-là. Alors, la formule d'améliorer nos services, ça passe plus le cap, là. Il va falloir être beaucoup plus limpide que ça sur le fait qu'on analyse de la donnée relative à des transactions ou à de la consommation pour formuler des offres personnalisées ou ciblées auprès de la personne. Puis là, pour éviter une ambiguïté qui est normale ou inhérente, ce dont on discute ici, là, ça ne remplace pas, puis ça ne dispense pas vos organisations de continuer à solliciter des consentements ou communications électroniques. Alors, mais il y a une façon là, de joindre les deux, de façon à ce que ce soit articulé, puis idéalement le moins lourd possible. Okay? Mais il faut s'y attarder avec soin. Les façons dont on obtient ce consentement-là, c'est donc par la transparence, puis là, j'insiste là, sur transparence, mais au bon moment, parce qu'il faut que ce soit au moment où on collecte l'information et non pas dans un texte sous-jacent de conditions d'utilisation. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, à l'intérieur de cet avis-là, référer également à une politique, mais ça ne peut pas être simplement la référence à une politique. Excusez-moi, j'allais ajouter... alors, là, ensuite, retenez que l'atterrissage, ultimement, là, ou l'objectif, c'est que l'organisation qui recueille à la fois pour traiter une commande puis livrer un produit et pour faire des offres ciblées, par exemple, doit être capable de traiter une demande de retrait de consentement qui émanerait de la personne. Okay? Et pour ça, il faut réfléchir à comment on le collecte, comment on le documente, puis comment on va conserver cette information-là pour être capable de traiter, par exemple, dans 3 mois, dans 4 mois, une demande de retrait. Okay? Alors, ça peut influencer la façon dont on le recueille. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est si vous faites de la journalisation des sessions puis que la documentation du consentement obtenu, elle se fait par cette entremise-là, bien, ça peut être opportun de réfléchir à est-ce que je veux qu'il y ait un bouton qui soit utilisé? Est-ce que je veux qu'il y ait une case précochée ou à cocher qui soit utilisée, comme dans le cas de la sollicitation de consentement aux communications électroniques? Ceci dit, évidemment, puis là, on va en discuter, mais ça peut évidemment influencer le taux de conversion de façon significative, cette méthode-là. Mais il faut le réfléchir. Alors, ce matin, on avait choisi de faire un échange, là, fait qu'il n'y a pas de présentation PowerPoint qui va être diffusée. Ceci dit, on peut rendre disponible les liens vers la publication qu'on a faite il y a quelques temps là, sur on a publié un guide là, essentiellement sur les requis découlant de cette loi-là. On pourra y revenir à la fin. Derek, j'ai mis la table sur le consentement, là, puis je lancerai la discussion parce que sinon, mon timbre de voix va commencer à hériter les tympans. Non, c'est parfait. Sur cette même voie de consentement, je pense que une des questions qui se pose beaucoup des clients avec qui on travaille, c'est comment gérer le consentement dans un environnement multicanal. Donc, on a en magasin, en ligne sur le mobile, des centres d'appel, on a plusieurs moyens où est-ce qu'on doit divulguer qu'est-ce qu'on fait avec le renseignement personnel, qu'on doit collecter le consentement. Puis ça peut devenir très difficile pour les grandes organisations, même les petites organisations, de savoir comment coordonner tout ça. Donc, je pense que ce qu'on veut partager ce matin, c'est pas nécessairement la recette parce que ça dépend de chacun d'entre soi, mais il y a des choses à respecter afin de vraiment avoir la réussite au niveau de l'expérience client. Je pense que lorsqu'on parle de tout ce qu'on parle aujourd'hui, on réalise à quel point que l'expérience client est importante, qu'il ne faut pas négliger. Donc, en autant qu'on doit respecter la loi, on doit aussi respecter nos consommateurs, puis on doit savoir, et nos employés, et on doit savoir comment mettre
ces stratégies en œuvre de façon à ce que ça disconnecte pas l'expérience qu'on a fait vivre nos consommateurs et nos employés à date, puis au contraire, que ça rajoute la valeur dans leurs expériences. Donc, si on regarde le multicanal, il faut regarder tout d'abord comment est-ce qu'on peut le rendre le plus facile pour nos consommateurs de pouvoir donner leur consentement sur les différents canaux. Ça prend vraiment une stratégie omnicanal au niveau de le consentement. Il faut vraiment s'asseoir en tant qu'organisation puis planifier quels sont les points de contact qu'on a avec nos clients, puis quelles pourraient être les moyennes qu'on va pouvoir avoir pour collecter leur consentement, puis aussi exprimer comment on va gérer ce consentement-là de façon le plus transparente et le plus simple possible. Donc, que quelqu'un arrive sur notre site web, que quelqu'un arrive sur notre mobile, que quelqu'un arrive en magasin qui veut nous divulguer l'information, renseignement personnel, ou qui nous appelle au niveau de notre centre d'appel, qu'on a vraiment une stratégie en place pour bien ficeler tous ces différents canaux-là, afin que ça soit vraiment transparent et que ça soit cohérent également. Je pense que l'autre chose à prendre en considération, c'est le choix du canal. Donc, le plus possible, on va voir que les consommateurs vont choisir comment est-ce qu'ils veulent être communiqués avec. Donc, leur donner l'opportunité de vraiment donner ce choix-là. Puis, au niveau de ce qui est en arrière-scène de toute cette orchestration-là, il y a évidemment des sélections technologiques qu'on va vouloir mettre en place afin de bien optimiser et centraliser toutes ces informations-là. Donc, il y a différentes solutions technologiques qui nous permettent de collecter le consentement sur plusieurs canaux et la centraliser. Puis ça nous permet évidemment de reconnaître c'est qui nos consommateurs une fois sur plusieurs canaux, puis aussi de s'assurer qu'on peut être conforme, mais tout dans une façon d'offrir une expérience client bien ficelée et facile pour nos consommateurs. Donc, je pense que c'est quand même une zone assez complexe. Mais ce qu'on a vu, comme Jean-François a dit, c'est dans des comités où est-ce qu'on avait différentes parties prenantes multidisciplinaires autour de la table pour en parler, pour identifier c'est quoi ces canaux-là, puis quels sont les moments clés de collecter le consentement ou de divulguer l'information importante, puis de vraiment mettre en place une stratégie où est-ce qu'on s'accorde une importance égale à tous ces canaux-là. Je ne sais pas, JF, si tu veux continuer peut-être au niveau de la retrait, justement, de consentement. Oui, absolument. Peut-être pour faire du pouce là, sur ton propos, Derek, l'organisation doit retenir, puis c'est un point important, là, que les consentements obtenus hier, puis demain, jusqu'au mois de septembre 2023, sous réserve là, du fait qu'il ait vraiment été obtenu de façon très cavalière, mais dans la mesure où il était documenté avec un certain degré de précision, il demeure valide. Alors, s'il était valide hier, il demeure valide. Ce qui change, c'est les exigences pour recueillir un tel consentement à partir de septembre 2023. Fait qu'il y a une occasion maintenant de valider c'est quoi les consentements puis les finalités pour lesquelles vous avez recueilli des consentements dans le passé, puis tenter de faire un inventaire de ces éléments-là parce que ça peut avoir évolué dans le temps en fonction des acquisitions, des intégrations de différentes bannières au sein d'une même organisation ou du changement des pratiques. Ça, c'est un point important. Puis, questionnez-vous sur la capacité de l'organisation de recevoir une demande qui dirait essentiellement j'ai consenti en 2019 non seulement à l'utilisation de mes renseignements personnels là, de façon implicite pour la livraison d'un produit, mais j'ai révisé votre politique à laquelle j'avais accepté d'adhérer à ce moment-là en utilisant vos services, puis je constate que vous avez aussi sollicité mon consentement pour du marketing ciblé, puis j'avais également accepté que vous fassiez cette communication-là par voie électronique et donc par courriel ou par texto. Mais là, l'organisation, à partir de septembre 2023, puis même ça pourrait exister demain, c'est juste que dans l'imaginaire collectif, ça ne fait pas encore partie des réflexes, mais pourrait demander qu'un retrait de consentement soit appliqué. Alors, ça veut dire quoi un retrait de consentement? Ça veut dire que
pour tout ce qui n'est pas directement lié à la prestation d'un produit ou service. Dans ce cas-ci, l'analyse de la donnée à des fins de marketing ciblées ou d'offres ciblées, que l'organisation cesse cette utilisation-là. Alors, Catherine va en parler dans quelques minutes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas conserver l'information pour démontrer que l'organisation a eu une charge liée à la livraison d'un produit ou pour respecter ou être en mesure de respecter, d'appliquer une garantie. Mais ça veut dire que l'organisation va devoir cesser de traiter les renseignements personnels à des fins d'analytique pour formuler des offres ciblées. Si vous êtes entièrement numérique et que vous êtes capable de lier le retrait de consentement à la communication électronique, peut-être que vous allez avoir un raccourci puis allez être capable de le faire. Mais habituellement, ce sont des systèmes d'information distincts qui traitent les deux. Alors, il y a sans doute un défi. Ensuite, il faut réfléchir à comment vous allez avoir une source autoritaire. Fait que Derek traite la nécessité de réfléchir à la stratégie dans le but d'avoir un bon taux d'obtention. Il faut également réfléchir à comment on va documenter ça dans un outil idéalement central auquel va pouvoir s'alimenter les équipes qui sont chargées de faire de l'analyse, dégager des tendances, ou faire de la segmentation afin d'alimenter l'exercice de vente. Et pour ça, il y a beaucoup de, ça prend, dès que vous avez un certain volume, ça prend une solution, là. On ne peut pas faire ça manuellement sans risque de s'exposer à des manquements. Nous, l'approche qu'on privilégie, c'est de profiter de la mise en place des nouveaux requis de conformité pour avoir plus de contrôle puis avoir une meilleure gestion de la donnée au sein de l'organisation. Toutefois, juste pour pas qu'on nous reproche de ne pas l'avoir dit, mais au-delà de ça, à titre informatif, là, retenez qu'une des raisons pour laquelle il y a vraiment une attention accrue qui doit être accordée, c'est que alors que dans le passé, il y avait seulement des sanctions pénales qui étaient possibles. Qui est pénal, ça veut dire qu'il faut que l'organisation ait la CAI, la Commission d'accès à l'information, se fasse octroyer le pouvoir d'émettre des sanctions pénales ou que le directeur des poursuites pénales et criminelles se charge d'un dossier, ce qui est pratiquement jamais arrivé en matière de PRP. Là. En fait, en réalité, peut-être c'est arrivé, mais ça n'a jamais été rapporté. Là. Mais maintenant, il y a à la fois des sanctions pénales et des sanctions administratives qui sont possibles. Alors, c'est inspiré, ça, de ce que l'Europe a implémenté comme encadrement par l'adoption du Règlement général sur la protection des données. Alors, les organisations parmi les vôtres qui s'adressaient puis faisaient de la commercialisation dans des pays de l'Union européenne ont vraisemblablement déjà fait un parcours qui va leur permettre de rencontrer, là, je vais dire des grossièretés, là, mais à peu près au moins 80-90% des obligations de la loi québécoise en se conformant au RGPD, on fait ce parcours-là. Mais donc, c'est des sanctions à la fois administratives qui peuvent aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires annuel de l'organisation ou 4% pour les sanctions pénales. Fait que, c'est des montants qui sont assez significatifs, là, jusqu'à hauteur, c'est le plus élevé de 10 millions, 2% ou 25 millions, 4%. On ne sait pas dans quelle mesure cette logique-là de sanction va être appliquée dès le début, mais on peut anticiper qu'il va y avoir un phénomène d'exemplarité pour essayer de discipliner le marché à un rythme qui est inconnu pour l'instant. Mais donc, c'est une des raisons pour laquelle ça devient un risque significatif. Maintenant, je l'ai dit, l'optique qu'on vous invite à considérer, c'est qu'il y a de la valeur dans cette mise en conformité-là, non seulement au point de vue de la gouvernance des données, mais aussi pour bâtir la relation de confiance avec les individus parce que ce qu'on constate, puis là, c'est pas nous qui inventons ça ou c'est pas juste ad hoc dans nos expériences, là. Il y a des études qui démontrent qu'il y a une préoccupation grandissante des personnes pour la sécurité de leurs renseignements personnels puis le respect des utilisations qui sont annoncées. Alors, je pense que pour ce qui est du retrait de consentement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir les traiter et on s'attend à ce que si la Commission d'accès à l'information, que la Commission d'accès à l'information ait les ressources nécessaires d'entrée de jeu ou non, il va nécessairement avoir des tentatives
je m'excuse là, pour mes ex-collègues, là, mais du barreau du recours collectif qui va rechercher des cibles, puis qui va provoquer des demandes à cet effet-là. Alors, il faut être en mesure de traiter de telles demandes. Derek? Oui, je peux peut-être parler des parcours clients, parcours consommateurs. Donc, une des façons qu'on a vu qui fonctionne très bien au niveau de la création d'une stratégie puis la mise en œuvre de cette stratégie-là autour de la loi 25, loi 64, la gestion de consentement, c'est lorsqu'on regarde le parcours client. Donc, chaque organisation est complexe de sa propre façon. On a des différentes lignes d'affaires, on a des différents groupes. Des fois, on travaille en silo. Donc, une moyenne de potentiellement amener tout le monde sur la même page lorsqu'on parle de l'impact et les bénéfices de la consentement et de la loi 25 et 64 sur nos consommateurs, ce serait de vraiment regarder et se concentrer sur le parcours client. Donc, si on pourrait identifier c'est quoi les grandes étapes au niveau de ces parcours-là, puis quelles étapes requièrent la collecte de consentement, puis quels sont les bénéfices et les impacts de cette collecte de consentement-là. Puis comme Jean-François mentionne, quelles sont les valeurs qu'on peut ramener et rajouter dans la vie de nos clients en sachant tout ce qu'on va avoir comme information et renseignements personnels, quel value add est-ce qu'on peut donner au niveau de leurs expériences, au niveau de la personnalisation. Donc, ça va au-delà de juste la collecte de consentement, mais vraiment qu'est-ce qu'on fait avec le renseignement personnel lorsqu'on obtient le consentement qui fait en sorte que la valeur peut être ajoutée soit au niveau de l'expérience web, mobile, en magasin, dans un centre d'appel. Puis on a vu qu'il y a eu pas mal de succès en rejoignant toutes ces mêmes personnes-là sur ce même parcours-là, parce que ça aide non juste à identifier à quel moment qu'il faut prendre en considération, mais comment orchestrer notre stratégie et notre déploiement de gestion de consentement d'une façon qui concorde avec ces expériences qu'on veut faire vivre nos clients à ces moments précis dans le temps. La chose que Jean-François a mentionné tantôt au niveau de, oui, c'est réglementaire, mais de plus en plus les consommateurs demandent à ce que les organisations avec qui eux ils font affaire protègent leurs données, démontrent justement que ces données-là sont sécurisées. On voit beaucoup dans les études récentes que les consommateurs parlent puis ils sont prêts à s'engager plus avec les marques et les organisations qui protègent leurs données. Ils sont prêts à acheter plus puis ils sont prêts à être fidèles avec eux. Donc, c'est pas juste une question d'une obligation réglementaire, mais c'est aussi une question de comment entendre nos consommateurs puis comment se positionner auprès de eux pour leur démontrer qu'on est en mesure de prendre ça sérieux puis de mettre en place des pratiques qui font en sorte qu'on est transparente, qu'on est cohérente, qu'on veut protéger leur renseignement personnel. Puis à la fin, est-ce que ça soit avantageux pour eux à la fin? Donc, c'est vraiment cette optique-là aussi qu'il faut prendre en considération lorsqu'on planifie notre stratégie et qu'on l'orchestre. C'est quoi la value qu'on ajoute pour nos consommateurs, puis comment est-ce qu'on l'exprime, comment est-ce qu'on le communique, puis comment est-ce qu'on le rend assez visible pour eux. Est-ce qu'ils veulent continuer à voir notre marque et à interagir avec nous et continuer d'acheter avec nous? Je passerai peut-être à Catherine. On a parlé un petit peu au niveau de l'orchestration, mais un élément clé dans l'orchestration, c'est la gouvernance, effectivement. Merci, Derek. Effectivement, la gouvernance, c'est un peu le liant de tout ça. C'est aussi une belle opportunité, en fait. Puis la conformité amène souvent des requis dont on n'a pas le choix, dont on doit mettre en place, où on doit s'exécuter. Je pense qu'il y a il y a toujours de belles opportunités à tirer de tout ça. En termes de gouvernance, évidemment, le premier aspect qu'on pense, c'est les rôles, les responsabilités. Jean-François l'a mentionné au tout début, là, avec l'exigence qui, dès septembre prochain, dès septembre 2022, oblige toutes les organisations à identifier, ou sinon ça se fait par défaut, quelqu'un qui va être responsable de la protection des renseignements personnels dans les organisations.
évidemment, là, ça ne s'arrête pas juste à un rôle unique. Ce n'est pas parce qu'on a une personne de nommer que tout va se faire comme par magie. Avec tout ce qu'on a déjà mentionné, la gestion des consentements, les retraits de consentement, la destruction de données, etc., vous comprenez que c'est tout un écosystème qui doit se mettre en place autour puis pour venir supporter cette personne-là. Puis c'est vraiment difficile et c'est là que les enjeux, on les perçoit, que ce soit dans les grandes ou les petites organisations, les défis sont là. Dans les grandes organisations, c'est de savoir qui fait quoi, qui a accès à la donnée personnelle, que ce soit celle de nos clients, de nos fournisseurs, de nos employés. Ça peut être aussi de bénévoles. Il y a plusieurs commerces de détail qui ont des fondations ou qui organisent des activités de bienfaisance. Vous avez des bénévoles, vous recueillez des données personnelles. C'est soumis aussi à cette loi-là. Il n'y a pas un volet commercial ou de relations mercantiles. Les OBNL, les fondations, les activités en on the side sont aussi soumises à cette loi-là. Donc, outre ce responsable-là, c'est aussi une responsabilisation de tous les employés qui sont appelés à entrer en contact avec des renseignements personnels. Ça veut dire, ma belle-fille qui a commencé à travailler au Sport Expert, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille, qui est de Sport Expert dans la salle virtuelle, mais et c'est un fait vécu. Donc, c'est elle qui a commencé, qui a eu son onboarding, qui fait de la caisse, puis qui rentre des informations sur les clients, que ce soit le code postal, le numéro de téléphone pour faciliter son repérage de factures, par exemple. Ce sont des renseignements personnels qu'elle a collectés. Bon, je n'ai pas demandé si elle avait reçu sa formation sur la gestion des renseignements personnels, mais je vais présumer que oui, bien sûr. Et ça rentre aussi dans la formation jusqu'au niveau, et parfois, c'est des comportements humains simplement, là, où j'entendais une histoire qu'un employé d'une boutique ayant pignon sur rue avait eu un petit kick ou un petit crush sur un client, était allé dans son profil, avait pris son numéro de téléphone et avait commencé à faire du harcèlement. Mais c'est une appropriation et c'est une utilisation non conforme des renseignements personnels. Donc, le volet de formation et de responsabilisation de tous les employés appelés à entrer en contact avec des renseignements personnels, ça va très, très loin. Là, je parle des employés qui ont accès, qui sont dans des rencontres en personne, donc dans des boutiques, des commerces ayant pignon sur rue. Mais c'est la même chose. Ça peut être via, si vous avez des centres d'appel ou des centres qui répondent par courriel aussi. Il y en a énormément à partir des plateformes web où on est capable de communiquer rapidement parce que c'est pratique. Ça nous permet d'entrer en contact rapidement avec nos clients, améliorer cette expérience de consommation du client. Par contre, on s'entend que derrière, il y a souvent des humains, puis on le sait présentement avec la guerre de talent et du recrutement, il y a un turnaround, donc il y a une vélocité de changement de ce personnel-là et ça implique évidemment là, un parcours de formation adapté et qui doit être inclus dans les premiers jours de travail de ces employés-là. Donc, point des rôles des employés en contact, donc nos employés qui utilisent les renseignements personnels. Il faut penser aussi qu'on a énormément de renseignements personnels sur nos employés, donc évidemment nos employés des équipes RH, peut-être des ressources aussi de nos équipes de TI qui ont peut-être accès à certains renseignements personnels via les droits d'administrateur qu'ils pourraient avoir sur certaines solutions technologiques. Évidemment, ça n'arrête pas là. Je viens de parler un petit peu plus là, des gens qui utilisent la donnée, mais on a aussi, ce qu'on observe en fait, c'est que ces types de projets-là de conformité au niveau de la donnée personnelle amènent aussi des projets en mode multidisciplinaire. Parce que ce n'est pas que des projets légaux ou de conformité qui vont impliquer uniquement les avocats ou les gens de conformité pour aller dire c'est quoi qu'on doit faire.
ça prend du légal, ça prend de la conformité. Jean-François l'a mentionné plus tôt. Ça prend des gens qui vont avoir l'aspect de gestion de risque aussi, parce que parfois, il y a des décisions à prendre. Là. Peut-être, en tout cas, quand on se compare, on se console, là, mais la majorité des organisations, je mettrais ma main au feu, en fait, plus que je me brûlerais vive, la majorité des organisations ne sera pas prête en septembre 20. On parlait, là, Jean-François mentionnait septembre 2023, c'est vraiment la date clé sur le consentement, l'anonymisation, la destruction des renseignements personnels. Donc, la majorité des organisations ne sera pas complètement conforme. Donc, il y a un volet d'appétit au risque ou de tolérance ou de dire et de circonscrire qu'est-ce qui est le plus prioritaire, puis on va travailler sur ces zones de priorité-là pour dire, bien, on n'aura pas le temps de tout faire, on sait qu'on a d'autres zones à risque, voici soit un plan de mitigation, un plan de remédiation qui sera mis en place, mais pour l'instant, on ne peut pas tout faire. On doit aussi continuer à opérer notre business puis à faire entrer des sous. Là. Voilà. Donc, légal, risque, évidemment, les TI, les gens qui nous supportent au niveau TI, sécurité de l'information aussi. Aujourd'hui, les données, on n'a pas parlé de support et de format, mais ça touche tous les types de formats, hein. Ça inclut le papier. Donc, si, par exemple, vous avez des petits formulaires papier pour vos clubs les clubs privilèges de loyalty, je m'excuse, la terminologie en français m'échappe, là, j'ai un blanc, de loyauté, merci, j'ai vu ton, Jean-François, ton mime, merci. Donc, les programmes de loyauté, de récompense, je me souviens, bon, à l'époque, on remplissait des petites cartes là, en boutique, là, fait que sur un bout de papier, ben, ce bout de papier-là, avant qu'il soit saisi à l'ordinateur, est aussi considéré et inclus dans la portée de la loi actuelle. Donc, c'est tout format. Mais évidemment, la majorité des données, elles sont au niveau technologique, là, dans des systèmes, dans des technologies. Et donc, les équipes technologiques sont impliquées et doivent être impliquées aussi. Évidemment, là, dans les utilisateurs, j'ai beaucoup parlé des gens du service à la clientèle, le multicanal, RH, mais vous avez peut-être aussi des équipes marketing, de vente qui veulent essayer d'utiliser ces données-là, des données personnelles, pour aller cibler des produits qui pourraient m'intéresser. Donc, Catherine Nadeau est allée en boutique, est allée sur le site web, a fait des recherches, s'est acheté, je ne sais pas, des lunettes de soleil avec un chapeau de plage. Ben, peut-être que la prochaine étape, ça va être de lui proposer des gougounes, puis un maillot de bain, un paréo, quelque chose comme ça. Donc, je vais envoyer des propositions peut-être très ciblées à Catherine Nadeau, vu ses expériences passées d'achat. On a parlé du consentement, je ne veux pas rentrer là-dessus, mais évidemment, la difficulté la difficulté et la complexité de la mise en œuvre et de la mise en conformité à cette loi-là, c'est parce qu'on veut les utiliser, les données. C'est parce qu'on ne les collecte pas juste pour rien, là. Donc, on veut faire quelque chose avec. Si le but, c'était simplement de collecter les données, puis on ne les utilise plus, on n'a plus besoin, c'est simplement, par exemple, je donne un exemple, pour un élément de conformité, comme par exemple le respect à la loi sur les impôts, où on doit garder, par exemple, des données transactionnelles pendant, disons, 7 ans, là, 6 ans plus l'année en cours, mais qu'on n'y retourne jamais, là, à moins que Impôts Canada, l'Agence du revenu du Canada, nous demande des preuves de paiement. Donc, si c'était simplement pour mettre ça dans un gros coffre-fort puis le barrer, ce serait relativement simple. Le but, par contre, évidemment, c'est d'essayer de revendre un nouveau produit à Catherine, autant pour faire de l'argent, mais aussi pour que Catherine ait une expérience vraiment incroyable, qu'on lui propose des choses qui répondent à ses besoins. Donc, on veut les utiliser et c'est de là où vient cette petite complexité-là.
Dans certaines organisations un petit peu plus grandes, on va mettre en place des comités aussi. Par contre, si vous avez déjà des comités, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réutiliser ces comités-là pour s'assurer de répondre et peut-être de trancher certaines décisions. Par exemple, le comité de direction, on pourrait avoir un point qui est ramené sur l'état d'avancement, donc un suivi un petit peu, si vous avez ce type de comité-là ou type de comité opérationnel. Si vous avez des CA, il y a certaines organisations parmi vous qui ont potentiellement des CA, on voit une reddition de compte qui remonte jusqu'au CA pour faire un suivi de où s'en est cette mise en conformité-là. Est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'on voit des problématiques? Si vous avez un CA, vous avez peut-être des comités d'audit ou de gestion des risques, là, donc, ou de gouvernance, donc ça peut passer par ce canal-là. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais bref, on met en place, le but, c'est vraiment d'aller mettre en place des rôles, des responsabilités qui vont couvrir l'ensemble de notre organisation et qui vont être très clairs et définis pour qu'on puisse savoir qui doit faire quoi, qui est responsable de quoi. Ça vient avec de la formation à tous les niveaux. Toute personne qui touche ou qui potentiellement va toucher ou consulter de la donnée personnelle devrait avoir une formation de base sur les éléments, sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. J'ai parlé de certains éléments qui sont finalement des activités sous-jacentes, la gestion du cycle de vie, donc Jean-François en a mentionné, Derek aussi au niveau dès lors qu'il y a un retrait de consentement, c'est possible qu'on doive aller détruire de la donnée. Donc, il y a certaines règles d'une organisation chaque organisation doit garder certaines données comme preuve d'une transaction. Je mentionnais la loi sur l'impôt un peu plus tôt qui nous parle d'un 7 ans. S'il y a des accidents de travail, on doit garder la documentation aussi entourant cet accident de travail-là. Par contre, après un certain moment, ces informations-là doivent être détruites, à moins qu'on ait une raison X, Y, Z de la garder et qu'on soit allé chercher le consentement pour ce faire. Je simplifie beaucoup, là, mais mettre en place ces processus-là, il y a un aspect de réflexion à savoir qu'est-ce qu'on va garder, combien de temps, et après ça, d'être capable de retirer ou d'aller détruire ou anonymiser la donnée. S'il y en a parmi vous qui sont un petit peu plus dans l'analytique, dans le volet technique, technologique, vous allez comprendre qu'une donnée va être saisie à un endroit et après ça, dans nos systèmes technologiques, elle se répand. Elle peut être multipliée, le nombre de copies qu'on peut avoir d'une donnée. Alors, il faut être capable d'aller identifier quel est le parcours de cette donnée-là, puis si je dois couper ou fermer des robinets, d'être capable d'aller les fermer. Je donne un exemple très simple. Catherine Nadeau fait un achat en ligne. Je vous fournis donc évidemment mes informations personnelles pour que vous puissiez me transmettre mon achat. Donc, mon adresse, mon numéro de carte bancaire pour procéder à l'achat. Donc, ça, c'est requis. Je n'ai pas le choix. Si je veux recevoir mon produit, mon chapeau et mes lunettes de soleil, comme mentionné plus tôt, je dois vous fournir ça. Puis en plus, vous m'offrez la possibilité de m'inscrire à votre programme de loyauté. Puis donc d'entrer ma date de fête parce que, vous allez vouloir m'envoyer peut-être un petit rabais à mon anniversaire ou une petite attention spécifique. Donc, j'entre certaines informations, peut-être des préférences vestimentaires ou mes couleurs préférées. À la limite, là, j'ai jamais vu ça, mais bon. Mais ma date de fête, j'ai déjà complété. Alors, ces informations-là. Donc, c'est parfait. Puis là, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je suis tannée je commence à moins bien aimer le fait de vieillir, puis j'aime pas ça qu'on me rappelle que c'est mon anniversaire, alors je veux retirer ma date de fête et le fait que vous m'envoyez des informations et des rabais à ce moment-là. Et je vous transmets cette demande-là. Donc, imaginez en tant qu'organisation, ça peut rentrer par où cette demande-là? Puis comment je fais pour aller dire, OK, Catherine Nadeau, là, on n'y envoie plus rien, c'est fini à sa fête, elle ne veut plus, puis on retire et on va détruire sa date de fête parce qu'elle ne veut plus qu'on la possède. Déjà, puis là, je tombe dans un volet un petit peu plus de qualité aussi de données. La qualité de la donnée, c'est aussi toute la partie de multiplication et des doublons. Fait cocasse,
j'ai fait un achat, je ne dirais pas la compagnie, mais j'ai fait un achat en boutique, j'ai fait un achat en ligne, la même place, aux deux endroits. Mon compte ne s'est pas lié parce que, bon, technicalité ou peu importe. Peut-être que j'avais déménagé entre-temps, donc on n'a pas réconcilié les deux Catherine Nadeau. Alors, je reçois à chaque matin, j'ai mis fin à un des deux là, depuis, là, mais pendant un certain temps, à chaque matin, je recevais 2 fois le même courriel. Une fois, donc mon compte n'était pas lié. Donc, j'avais un doublon. J'étais à 2 endroits dans les systèmes. Donc, c'est anodin, mais ça démontre que mon information est rentrée à 2 fois. Donc, si je vous dis détruisez Catherine Nadeau, il faut être capable d'aller identifier toutes les Catherine Nadeau. Mais Catherine Nadeau, moi, versus Catherine Nadeau, une autre, parce que je ne suis pas unique au Québec, il y en a plusieurs. J'aimerais bien être unique, mais non. Donc, les autres Catherine Nadeau, vous voulez les garder. Donc, c'est de faire attention aussi à ça. On ne veut pas aller tout détruire non plus. Donc, vous pouvez voir un peu la complexité et où ça peut nous amener. Peut-être des petites considérations là, rapidement au niveau des équipes RH marketing. Je l'ai déjà mentionné, les données personnelles, c'est aussi celles de vos employés. Dans la garde de talent où on est, je pense que c'est peut-être intéressant d'utiliser cette opportunité-là pour montrer la transparence avec vos employés, puis être un employeur responsable. Responsable au niveau, à plusieurs niveaux. On parle aussi beaucoup d'éthique, de responsabilité, mais le volet de protéger comme il faut les renseignements personnels de ses employés, c'est aussi un facteur qui peut devenir un facteur de démarcation. Peut-être un point, on n'a pas nécessairement mentionné, mais des renseignements personnels, il y en a différents. Puis il y a différents niveaux de sensibilité aussi de ces renseignements personnels-là. Et ce niveau de sensibilité-là varie. On va parler notamment de classification des données pour aller identifier c'est quoi le niveau de sensibilité de ces données-là. Puis évidemment, selon ce niveau de sensibilité-là, on pourrait mettre des mesures de protection ou des règles d'utilisation différentes. Je vous donne un exemple. Très souvent, on va parler de données sensibles, très sensibles ou qui devraient être très restreintes pour des données qui pourraient amener, par exemple, certains biais ou une certaine discrimination. C'est souvent des informations qu'on va retrouver à la charte, puis là, Jean-François, corrige-moi si je me mets les pieds dans les plats, mais qu'on retrouve inscrites à la charte des droits et libertés. Donc, c'est des informations qui vont concerner notamment, par exemple, des données médicales, donc des données sur votre état de santé, sur votre religion, sur votre race, votre orientation sexuelle, et j'en passe. Donc, des données qui sont un peu plus sensibles. Puis là, on se dit, ouais, commerce de détail. Ben oui, commerce de détail notamment, puis oui aussi employé. En termes de commerce de détail, par exemple, si j'achète un burkini, vous pouvez peut-être avoir, en tout cas, supposer ou présupposer que ma religion est musulmane. Si j'achète de la nourriture cochère, vous pouvez penser que je suis juive. Si, par exemple, j'achète de la nourriture sans gluten pour diabétiques ou pour sans cholestérol, vous pouvez présupposer certaines intolérances ou maladies. Et c'est la même chose pour vos employés parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, vous offrez un petit déjeuner ou un lunch ou c'est le souper, le party de Noël et vous demandez les préférences alimentaires ou les allergies. Vous pouvez recueillir, puis c'est des fois des petits forms bien simples qui vont dormir dans des répertoires réseau que tout le monde va avoir accès. Mais vous pouvez donc savoir qui est diabétique, qui a des intolérances, qui a des maladies ou encore certaines, ou identifier la religion de vos collègues, par exemple. Donc, il faut faire attention à ces petites indications-là qui semblent mineures, puis qu'on le fait avec toute la bonne volonté, mais on pourrait aussi répandre certains renseignements personnels dont on préférerait garder un petit peu plus secret. Donc, voilà, là, je pense que j'ai parlé très vite. J'ai mis plein d'informations, fait que n'hésitez pas à poser des questions plus tard. Évidemment, là, ça a l'air d'assez lourd tout ça, mais justement, Derek, peut-être si tu veux nous parler, là,
comment on fait pour ça? En tout cas, quels sont les petits tips, les petits indices et trucs là, pour essayer que ça ne devienne pas d'une lourdeur incroyable? Mais oui, effectivement, je pense qu'une chose à ne pas sous-estimer, c'est à la fin de tout ça, comment on communique auprès de nos clients, justement, qu'est-ce qu'on va faire avec les données qu'on collecte, puis à quoi ils se concentrent. C'est quelque chose que moi, Catherine et Jean-François, sur différents mandats, on s'est réunis autour de la table pour vraiment avoir les différents points de vue, autant au niveau de conformité que l'utilisation de la donnée, que l'expérience client. Il ne faut pas sous-estimer le temps qu'on va consacrer à la création des différentes modalités, la création des différents textes, la façon que ça va être débugué, la façon à quoi ils consentent les consommateurs. Parce que si c'est trop légal, trop lourd, non compréhensible, trop long, on peut facilement penser à on reçoit notre carte de débit par la poste, on a 5 pages des termes et conditions. Levez la main si vous lisez toutes ces pages-là. C'est sûr qu'on ne signe pas rien à la fin, mais s'imagine qu'on veut vraiment tout convoquer, tout dire. Ça peut devenir très lourd pour nos consommateurs. Puis pas juste est-ce que ça devient lourd ou est-ce qu'on n'obtient pas leur consentement, mais on n'obtient pas leur consentement à plusieurs ramifications par la suite parce qu'on ne peut pas faire plusieurs activités de notre organisation qui fait en sorte qu'on serait là encore dans quelques années. Donc, vraiment prendre des étapes pour raffiner le message pour que ce soit à la fois conforme, légal, que ça nous permette justement de servir de cet renseignement personnel-là d'une façon conforme et légale, mais que ça soit compréhensible pour nos consommateurs, que ça leur donne justement la confiance. On en a fait plusieurs itérations avec une cliente tout récemment, puis c'est vraiment toute une orchestration, toute une mise en œuvre. Puis on est arrivé à quelques options avec qui on était allé voir des avocats, des tierces parties pour avoir l'approbation légale à la fin. Mais c'était vraiment un travail multidisciplinaire afin de pouvoir simplifier cette collecte-là, le rendre compréhensible pour tous et toutes et que ce soit quelque chose qui pourrait aussi perdurer dans le temps. T'sais, on ne veut pas toujours être en train de devoir rajouter quelque chose, modifier, rendre ça encore plus lourd, rajouter. C'est vraiment, il faut vraiment avoir le travail qui va nous faire en sorte qu'on va avoir quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être le plus simple possible. Peut-être, Jean-François, tu pourrais nous parler un peu des requis de sécurité qui découlent justement de la protection de l'enseignement personnel. Oui, puis en fait, ça va me permettre peut-être de répondre à certaines questions là, de façon anticipée. La plus rapide, là, c'est il existe là, des fournisseurs spécialisés en formation. Ceux qui faisaient de la sécurité de l'information introduisent pour la plupart des modules protection des renseignements personnels. Alors, on n'est pas affilié, là, mais ça donne qu'il y en a un au Québec là, qui s'appelle Terra Nova. C'est une belle entreprise. C'est facile à trouver sur Internet, Terra Nova. Fait, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, là. C'est celle-là que j'ai en tête en ce moment. Puis c'est un bon produit. Là. Ceci dit, deux choses dont je veux parler avant qu'on passe à un échange questions-réponses, là. Puis ça va me permettre de répondre à la question sur franchiseur-franchisé. Alors, une chose à retenir, là, c'est que lorsque une organisation recueille des renseignements personnels, là, il faut se mettre dans la tête du consommateur, de la personne concernée. Là. Cette personne concernée-là, que ce soit Catherine, Derek, Jean-François ou Karina, ne feront pas de différence entre le fait que la bannière avec laquelle ils transigent recueille et conserve elle-même ou par l'entremise d'une solution technologique exploitée par un tiers ou que ce soit un franchisé qui recueille le renseignement personnel, alors que le franchiseur fournit des ressources technologiques à l'ensemble de son réseau. Et donc, il faut retenir que lorsque, écartons un instant le scénario franchiseur-franchisé, Derico Inc. recueille des renseignements personnels dans son commerce de chaussures, puis lorsque il doit traiter ces renseignements-là pour des fins de conservation, des fins d'analytique, des fins d'envoi,
de publipostage, il fait affaire avec un tiers. C'est sa responsabilité de s'assurer que le tiers va appliquer des pratiques de protection des renseignements personnels qui sont adéquates et qui permettent à Derico Inc. de rencontrer ses propres obligations. Alors, la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que vous ne pouvez pas transférer cette responsabilité-là. Vous pouvez transférer l'activité, mais vous ne pouvez pas transférer la responsabilité. Alors, souvent, ça existe déjà parce que vous avez sans doute une préoccupation de sécurité de l'information qui va couvrir une portion significative des requis. Mais vous devez vous assurer que dans la mesure où il survenait, par exemple, un incident de sécurité au sein d'un des fournisseurs, que cette personne-là ait l'obligation de vous en aviser pour vous permettre à vous-même d'aviser vos propres clients, puis également vous permettre d'avoir accès à de l'information pertinente. Parce que pour ceux et celles qui ont vécu là, des cyberattaques, la notion de livre ouvert là, est difficile à gérer là, en mode gestion d'incident. Alors, c'est important d'y penser au moment de signer un contrat. Maintenant, dans un contexte franchiseur-franchisé, d'un point de vue strictement théorique, la responsabilité, si c'est à chaque fois le franchisé qui exploite le commerce puis qui est celui qui vend le produit, et habituellement, ça va être le cas, c'est cette entité-là là, qui est responsable de la collecte et du traitement et qui, dans la plupart des cas, va recourir à des services partagés fournis par le franchiseur. Alors, la recommandation, c'est évidemment que le franchiseur outille ses franchisés pour éviter qu'il y ait du ad hoc qui s'installe au sein d'un même réseau, puis assurer une certaine cohérence, fait que ça va de soi. Mais de façon formelle, le renseignement personnel, c'est chacun des franchisés qui le recueille et on recommanderait, étant donné qu'il y a vraisemblablement du traitement qui se fait au niveau franchiseur, que les formules de consentement, les scripts de consentement, les avis, les formulaires soient définis de façon à refléter le fait que ce n'est pas seulement le franchisé, mais également le franchiseur qui recueille ultimement pour qu'il y ait une utilisation qui soit conforme au consentement. Et pour ce qui est de la sécurité, ce qu'il faut retenir, c'est que la sécurité de l'information, ça existe avant, puis ça existe même si la PRP n'existe pas. Là. Même s'il n'y a pas de protection des renseignements personnels, vous allez quand même avoir un besoin d'affaires, vous allez avoir des secrets commerciaux à traiter, etc. Ceci dit, il y a une obligation de sécurité énoncée dans la loi en termes génériques qui se traduit par des requis qui sont définis dans des référentiels, des lignes directrices, des normes. Puis essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'assurer qu'au sein de l'organisation, l'accès est restreint aux personnes qui ont besoin d'utiliser l'information dans le cadre de leur travail, que vous appliquez des mécanismes de sécurité destinés à prévenir des atteintes de confidentialité. Et ça, habituellement, ce sont les mêmes que pour le reste de votre information qui a de la valeur. Mais la bonne approche, c'est de s'assurer, un, gestion des identités et des accès, deux, mécanisme de prévention, détection des intrusions puis des bris de confidentialité. Et ça peut vouloir dire d'appliquer des mesures beaucoup plus strictes et exigeantes à l'égard de renseignements personnels sensibles à une organisation qui collecte des renseignements personnels relatifs à la santé dans le cadre de ses activités versus quelqu'un qui recueille des renseignements personnels pour livrer une épicerie, là, puis que tout ce qu'il garde, c'est un nom puis une adresse, puis pas nécessairement l'objet des transactions. Alors, ça va varier, évidemment. Madame Desmarais posait la question, il y a une question qui, à l'effet, là, sur ça s'étend à quoi aviser adéquatement les personnes. Alors, il faut s'assurer surtout qu'on dit aux gens à quelle fin, qu'est-ce qu'on collecte, puis à quelle fin. Okay? Maintenant, vous devez pas, ça ne va pas jusqu'à avoir un rôle maternaliste ou paternaliste de dire à Jean-François comment il devrait configurer ses mécanismes de sécurité, mais c'est en même temps une bonne pratique d'éveiller les consciences sur les risques de sécurité qui peuvent découler de l'utilisation, par exemple, d'un réseau public à l'intérieur d'un commerce. Alors, habituellement, on voit ça dans des avertissements. Veuillez noter que les communications ne sont pas chiffrées ou des éléments de cet ordre-là, mais il n'y a pas une obligation formelle d'aller jusque-là. Alors, je pense que ça complète le tour d'horizon en rafale de ce qu'on voulait couvrir. On est bien conscient que c'est dense, les nouvelles obligations. Retenez que prioriser nomination et attribution des responsabilités, publication de cette information-là sur le site Internet, révision de vos processus pour gérer les incidents
dit de confidentialité, donc ce qui affecte la confidentialité des renseignements personnels. Ça, c'est pour demain, là, septembre 2022. Puis septembre 2023, ben, dans la plupart des organisations, ça prend la mise en commun de plusieurs expertises, la planification d'un projet pour valider si vos pratiques actuelles sont conformes. Des fois, ça peut vouloir dire d'aller revisiter comment vos tiers fournisseurs ont accès et utilisent des renseignements personnels pour vous servir, mais également la façon dont c'est manipulé au sein de l'organisation. Puis tous les mécanismes de communication client par lesquels vous recueillez des consentements doivent être révisés. Finalement, si vous avez des interfaces numériques, puis c'est tout le temps le cas, alors les sites de commerce en ligne et les applications mobiles, ben, retenez qu'à partir de septembre 2023, lorsqu'il y a des fonctionnalités de géolocalisation, de profilage, donc d'analyse de comportement dans l'utilisation de l'application pour essayer de définir un profil ou de la segmentation d'achat, vous êtes assujetti aux obligations. Fait que là, je réponds aux questions en même temps, là, dans le fond. Alors, sur la question du RGPD, alors, les différences entre le règlement général européen et le Québec, c'est qu'au Québec, on considère que le seul fondement, ou presque, pour recueillir des renseignements personnels et traités, c'est le consentement, alors qu'en Europe, on a introduit d'autres fondements, comme ce qu'on appelle des objectifs ou usages légitimes. Ça, c'est une notion que nous, on n'utilise pas. Alors, ça peut faire en sorte que la collecte de renseignements personnels puisse ne pas être assujettie à du consentement parfois au sein de l'Union européenne. Après, il y a des mécanismes de documentation qui sont imposés par le Règlement général, RGPD, pardon, qui impose d'avoir ce qu'ils appellent un registre de traitement. Ici, ce n'est pas formellement imposé, mais on considère que pour rencontrer les obligations de la loi, c'est un outil vraiment utile. Finalement, pour ce qui est des décisions automatiques, pas finalement, parce que je ne veux pas la prétention que c'est exhaustif, l'énoncé que je vous fais là, mais en matière de décision automatisée, alors qu'au Québec, toute décision automatisée doit être dénoncée au moment où on rend la décision, peu importe sa nature ou son impact. En Europe, le RGPD prévoit qu'il faut que ça ait un impact sur un droit. Je ne pense pas que c'est fondamental, l'épithète qu'ils utilisent, là, mais qui signifie qu'il faut que ça ait une certaine importance. Et donc, on parle essentiellement, puis les transferts de renseignements, ça c'est important par contre. Les transferts extra-juridiction dans l'Union européenne, c'est très strict, les procédures par lesquelles une organisation peut recueillir des renseignements personnels dans un pays de l'Union, puis les transférer hors de l'Union, donc par exemple au Canada ou aux États-Unis. Au Québec, on est venu introduire une exigence de faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, lire analyse d'impact. Mais c'est beaucoup moins lourd, en fait. Il y a plus de latitude dans la façon dont on peut rencontrer l'objectif, qui est de s'assurer que les renseignements personnels vont bénéficier de la même protection. Et retenez que ça s'applique pas extérieur du Canada, là, mais extérieur du Québec. Là, okay? Alors, ce que la loi québécoise dit, c'est dès qu'un renseignement personnel est transféré à l'extérieur du Québec ou susceptible de l'être, vous devez le dire aux personnes dont vous recueillez renseignements personnels. Ce n'est pas un consentement, c'est un avis. Mais vous devez traiter tous ces cas-là. Ça me permet de répondre à une autre question qui est quid d'une organisation qui fait affaire au Québec, mais également dans les autres provinces. Alors, la réponse à ça, c'est, là, j'essaie de trouver la formule la plus efficace, là, mais au Canada, là, il y a une loi fédérale qui s'applique dans toutes les provinces. Ça s'appelle PIPEDA, c'est son acronyme anglophone. Dans toutes les provinces, sauf celles qui ont elles-mêmes adopté une loi d'application générale en protection des renseignements personnels. Il y a 3 provinces qui ont fait ça, Québec, Alberta, Colombie-Britannique. Et donc, si vous opérez au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario, il y a essentiellement 4 lois différentes qui s'appliquent à vos activités. Okay? Retenez que aujourd'hui, si vous vous conformez aux exigences de la loi 25, les projets de loi 64, qui vont entrer en vigueur à compter de septembre 2022, vous allez rencontrer également les obligations des autres. Et que c'est à reconsidérer prochainement parce que le fédéral doit déposer un projet de loi également pour réviser PIPEDA.
Ils appellent ça la charte numérique. Là. Alors, ils en ont reparlé la semaine passée parce que, en fait, c'est deux notions différentes, là, mais ils en ont parlé lors de la nomination du nouveau commissaire à la vie privée. Et on anticipe que, alors que le Québec a décidé d'ouvrir la marche en déposant le projet de loi 64 en juin 2020 puis en adoptant cette loi-là à l'automne dernier, il apparaît que la Colombie-Britannique puis l'Alberta vont attendre que le fédéral se soit commis pour aller s'aligner sur ces dispositions. Et l'Ontario a annoncé son intention également d'adopter une loi. Alors voilà, une question pour les programmes de fidélité. Alors, est-ce qu'on doit obtenir un consentement? Alors, la loi ne prévoit pas qu'un consentement ne peut pas être obtenu verbalement. C'est sûr que vous devez, dans votre processus, vous assurer que la personne qui interagit a un outil qui permet de documenter ça, là, puis que vous êtes capable de démontrer que cette procédure-là est suivie de façon systématique. Mais à retenir, puis c'est un peu le propos de Derek, là, quand on est multicanal, il faut réfléchir à la façon dont on va le documenter dans chacun de ces canaux-là, puis dont on va être capable de consolider cette information-là. Les programmes de fidélité, il y a beaucoup de travail à faire, là. Catherine. Oui, puis tu sais, je reviens à l'exemple là, des commis en magasin. J'étais au magasin pas plus tard qu'il y a 2 semaines. J'achetais des vêtements pour mon fils. On me demande mon code postal, mon numéro de téléphone et la justification qu'on me donne, c'est pour retrouver votre facture, si jamais vous perdez votre facture. OK, c'est peut-être le but premier, mais qu'est-ce que vous allez faire d'autre avec ces informations-là? Donc, c'est important que votre personnel sur place soit capable d'informer réellement des fins et que ce ne soit pas juste c'est pour retrouver la facture. Si ça se peut que ce soit juste pour ça, mais si vous utilisez par la suite ces informations-là pour envoyer de la publicité, envoyer des promotions, toute autre forme d'analyse et de sollicitation ou autre, ces informations-là doivent être transmises à ce moment-là. Donc, c'est la formation, le coaching de vos employés de terrain au téléphone, par courriel, en présentiel, va être important aussi pour vous assurer que les bons consentements sont obtenus. Voilà, c'est qu'a vécu. Il y avait sinon une autre question, Jean-François, là, sur la partie de transfert des leads à des partenaires d'affaires. Est-ce qu'on est responsable de l'utilisation qu'ils vont faire de la donnée? Puis comment on va s'assurer? Je te laisserai répondre, mais moi, je me tenterai avec une réponse peut-être. Hein? Allons-y, je verrai si je gagne mon morceau de robot. Je dirais que la première des choses, c'est de toute façon, il faut que vous informiez la personne que vous allez transférer ces informations à quelqu'un d'autre. Et à partir de là, est-ce que vous gardez vous-même des informations ou pas? Si c'est simplement, vous êtes un relais, une courroie de transmission que vous ne gardez rien, en l'inscrivant, en le communiquant à la personne, à Catherine Nadeau, qui est la personne qui a donné ces renseignements personnels. Catherine Nadeau doit savoir que vous allez transférer ces renseignements-là, puis que c'est le tiers, là, le partenaire d'affaires, qui va les gérer. Donc, à ce moment-ci, vous n'êtes pas responsable de comment le tiers va le faire, mais vous êtes responsable d'informer la personne que c'est un tiers qui va le faire. Jean-François, Ouais. est-ce que j'ai tout bon ou pas tout non, à fait? En fait, c'est tout à fait exact. Ce qu'il faut ajouter, c'est que lorsque on transfère un renseignement personnel à un tiers, parce que pour rendre le service de livraison, par exemple, il faut qu'on dise à un télécom, ben ce colis-là va livrer. Ça, c'est un tiers dont il faut énoncer l'existence sous forme de catégorie. Vous pouvez le nommer, là, mais l'exigence, c'est que dans la communication qui se fait au moment où on recueille le renseignement personnel, on dise à la personne, voici les catégories de tiers auxquelles on va transférer vos renseignements personnels aux fins de vous rendre le service, de vous livrer le produit. Okay? Fait que ça, c'est une obligation de transparence, okay, qui doit être intégrée dans le libellé du consentement. Maintenant, si le mot partenaire veut dire on a dans notre écosystème d'autres joueurs avec qui on partage pour mousser nos opportunités d'affaires respectives, là, c'est différent. Là, ça veut dire que vous devez
indiquer que vous recueillez non seulement pour vos fins à vous, mais également pour les fins d'un tiers. Alors, c'est notamment le cas dans la plupart des programmes de loyauté. Dépendamment, c'est quoi la mécanique sous-jacente. Des fois, vous allez communiquer littéralement le dataset à un tiers partenaire du programme de loyauté, mais d'autres fois, le tiers partenaire va vous transmettre des offres, puis vous, en fonction d'une segmentation de marché, vous allez redistribuer à vos membres. Okay? Mais là, ça dépend de l'architecture du système. Mais retenez que si c'est une utilisation ultérieure, vous devez le dénoncer au moment où vous recueillez et vous devez être capable de traiter un refus. Ça, c'est une pratique qui va soulever des difficultés là, réelles à l'avenir. Alors, c'est important d'y réfléchir dans votre stratégie d'obtention de consentement pour demain. Là. Quand je dis demain, à partir de septembre 2023 ou plus tard, il faut réfléchir à comment vous désignez ces partenaires-là de façon à... Puis aussi, dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Alors, comment vous vous assurez de maintenir ça à jour? Pas nécessairement en allant rechercher un consentement, mais en prévoyant puis en disant aux membres, bien, aujourd'hui, c'est ça les partenaires, mais on vous invite à aller sur tel sous-domaine de notre site pour voir les autres. Moi, je dois, alors c'est pas élégant de dire ça alors qu'on avait prévu finir à 10 heures, mais j'ai un conflit d'horaire parce qu'on passe du virtuel au présentiel et je vais devoir me déplacer. Alors, je vous laisse entre les bonnes mains de Catherine et Derek et je remercie le Conseil québécois du commerce au détail de nous avoir invités. C'est un plaisir de pouvoir être ici aujourd'hui. Merci, Jean-François. Donc, je vais continuer avec les autres questions. Je vois qu'il y en a qui ont été rajoutées. Donc, si les clients apportent un CV au magasin, doivent-ils être informés que leur CV sera conservé possiblement pendant 3 ans en vue de les rappeler en cas de besoin futur? Est-ce que c'est besoin de le mentionner directement? Évidemment, ça fait partie de la transparence. Ça peut faire partie de vos règles d'entreprise internes. Évidemment, si vous recueillez le CV et que vous ne l'utilisez que pour des fins de potentiel emploi, la personne l'amène, elle sait que vous allez potentiellement peut-être la contacter pour un emploi. Donc, est-ce qu'on doit dire nécessairement, est-ce que c'est une obligation de dire je vais garder vos informations tant de temps? Pas nécessairement. À l'interne, par contre, c'est fort bien de le documenter à quelque part. Souvent, on parle de calendrier de conservation, d'établir puis de communiquer la règle, notamment si vous avez plusieurs points de service, plusieurs boutiques, puis vous recevez des CV un peu partout. S'assurer que partout, vous allez les conserver toute la même durée, là, 3 ans, 1 an, le temps que vous souhaitez. Pour ce qui est de l'autre, il y a une autre question. Est-ce qu'on doit indiquer au moment du check-out que les renseignements de nos clients seront communiqués aux transporteurs? Jean-François l'a déjà un petit peu mentionné. Ça peut être au check-out, ça peut être dans votre politique sur votre site web, par exemple. On le voit souvent dans les conditions, les politiques de transactions de retour, etc. Par exemple, par Post Canada ou Purolator ou quoi que ce soit, là, le transporteur que vous utilisez. Donc, c'est une fin. Si la personne veut recevoir son colis, son expédition, on comprend que ces informations-là vont être transmises. Donc, peut-être l'indiquer. Puis des fois, c'est déjà fait. Souvent, là, c'est avec un petit astérix, là, la livraison sera effectuée par, mettons, Post Canada ou FedEx ou whatever. Je peux prendre une dernière question, si tu veux, Catherine. Je pense que par rapport à la question qui était, il existe beaucoup de ressources pour le consentement électronique, mais pour établir correctement la processus en personne, ce qui est des interventions, ajustements au niveau de la personnelle du plancher. Je pense qu'un élément qu'on n'a pas beaucoup mentionné aujourd'hui, mais qui fait partie de tout ce qu'on en parlait aujourd'hui, c'est la gestion de changement. Donc, les communications, les formations et comment ça doit être à la base de tout ce qu'on fait. Donc, tantôt, Catherine a mentionné beaucoup de parties prenantes qui font partie de ce topic qu'on parle aujourd'hui, donc notamment en TI, ressources humaines, marketing, légal, etc. On a également des personnes sur le plancher, on a des gens un peu partout dans l'organisation, inclus nos partenaires, nos bénévoles. Il y a des formations qui existent aujourd'hui qu'on pourrait voir par la suite
notre rencontre aujourd'hui, de voir comment communiquer avec vous, quelques options. Mais ce qu'on envisage surtout, c'est la communication de c'est quoi notre positionnement en tant que notre marque au niveau de la gestion de consentement, la loi 64. C'est quoi notre vision, nos objectifs, puis ça, que ça soit clair pour tout le monde. Parce que c'est pas la même chez tout le monde, le même positionnement nécessairement. Puis la façon qu'on se positionne, c'est quelque chose qui serait bénéfique à ce que tout le monde dans toute l'organisation le sache. L'importance, justement, de tout ce qu'on parle aujourd'hui, autant au niveau des réglementaires que l'expérience client, que l'expérience employée. Donc, de vraiment intégrer ça dans une formation qui est comme un peu faite maison pour s'assurer une communication accrue. Puis, dernièrement, oui, effectivement, il y a des formations pour les gens sur le terrain parce qu'il n'y en a pas nécessairement les mêmes conforts d'être en arrière d'un ordinateur, de pouvoir rapidement aller chercher une ressource pour répondre à des questions, mettons, d'une sorte d'appel versus être en boutique. Donc, oui, il y a des formations également qui se donnent avec des coffres à outils, si on veut, pour pouvoir permettre aux employés d'avoir un accès à l'information pertinente, puis claire et courte aussi. Oui. Puis effectivement, Derek, tu parlais de la lourdeur tantôt, puis là, le mot court est là. On veut transmettre aux clients les informations d'une façon, et la loi le spécifie, là, on l'a peut-être, je ne me souviens plus si on l'a mentionné ou pas, mais quand on va chercher ce consentement-là, il faut que ce soit clair, simple, limpide, que ce ne soit pas du jargon d'avocat. Je m'excuse vos avocats qui sont dans la salle, mais on doit il faut se basculer des petits caractères tout petits, complexes, où on n'est pas trop certain de la signification, à quelque chose de vraiment très clair. Est-ce que vous nous donnez l'accord pour utiliser vos renseignements, pour vous contacter, pour vous solliciter sur des nouvelles offres, etc. Donc, il faut vraiment aller dire pourquoi on veut le faire. C'est vraiment la transparence qu'on établit. Puis la confiance, avec la transparence vient la confiance aussi des clients. Je voulais peut-être mentionner, je pense qu'on n'a plus de questions dans le chat. Un dernier petit point, avec les programmes de loyauté ou avec le commerce en ligne, on voit aussi beaucoup le développement des applications qui sont en libre accès sur les plateformes Apple ou Google ou peu importe, où vous pouvez vous avez peut-être vos applications et les clients peuvent la télécharger pour faire leur magasinage ou gérer leur programme de loyauté. Sachez qu'il y a des requis de conformité aussi à la loi sur ce qu'on appelle la confidentialité par défaut. Donc, d'aller mettre le plus de moyens de protection. Par exemple, est-ce que, puis il y a eu un petit incident là, la semaine passée ou l'autre d'avant avec Tim Hortons qui, lorsque les gens installaient l'application, la géolocalisation apparaissait, puis évidemment, ça permettait d'envoyer des pubs. Catherine Nadeau passe à 2 pas d'un Tim Hortons, pouf, un petit pop-up, est-ce que tu veux un café, Catherine, ou quelque chose comme ça, là. Donc, c'était pas mentionné. Donc, Apple est très fort là-dessus. Ils ont vraiment resserré tous les critères de confidentialité sur leur téléphone, leurs applications. Bien là, c'est un peu la même chose que la loi va demander comme requis. Donc, est-ce que vous avez besoin d'aller trouver tous les contacts, d'avoir accès à la géolocalisation, de connecter avec l'appareil photo, les pages de médias sociaux? Des fois, c'est cool avec Instagram, il y a des mots-clés, des clics, etc., qu'on veut être capable de lier la personne. Il faut faire attention. Maintenant, la personne va devoir faire plus un opt-in, si on a comme on appelle. Donc, doit aller cocher puis dire oui, je le veux, c'est correct. Juste un petit et que ce soit clair et simple, juste un petit code d'usage. Il y a quelques années, au début des applications de ce type-là, il y a une chaire de recherche d'une université qui avait lancé une petite app de lampe de poche. À l'époque, la lampe de poche ne pouvait pas s'allumer. En tout cas, il n'y avait pas le bouton sur le téléphone. Là. On parle des vieux téléphones. Puis, donc, les gens downloadaient cette application-là, mais c'était un test, c'était une chaire en protection de la vie privée, puis ils demandaient accès à tout. Géolocalisation, les contacts, les adresses, la totale, l'ensemble, ça débarrait le téléphone au complet. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour une flashlight? Effectivement, non, c'était un test, mais la plupart des gens n'avaient pas regardé, puis avaient
avait downloadé, puis il n'avait même pas lu les petits commentaires, là, justement, les petites phrases écrites en tout petit. Bref, tout ça pour dire, puis là, je vois que ça va être bientôt le mot de la fin, tout ça pour dire qu'il va falloir penser à mettre des critères et peut-être revoir si vous avez des applications, revoir les critères et à quoi vous demandez accès par défaut et plutôt le mettre à l'inverse et le mettre en option où les gens pourront aller ajouter. Mais évidemment, il y a tout un volet de stratégie aussi, comment on veut, qu'est-ce qu'on veut réellement et comment on va aller chercher ces accords-là. Il nous reste à peu près 4 minutes. Je ne vois plus de questions. Derek, je te laisserai prendre la parole pour le mot de la fin. Oui, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre, de nous écouter discuter sur un sujet qui nous passionne énormément. C'est un sujet très à l'actualité en ce moment, en espérant que vous allez pouvoir s'en sortir avec quelques pistes de réflexion, façon d'aborder ces sujets-là, qui est un sujet à la fois très complexe, mais qui peut être une solution à améliorer l'expérience employée et l'expérience consommateur si c'est bien effectué. Donc, merci encore une autre fois de notre part de nous avoir rejoints ce matin. J'espère que vous allez tous avoir une bonne journée.